Bonsoir, c'est une joie de vous retrouver. Bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir mes amis. Bonsoir Elisabeth. Belle tablée. L'actualité européenne, c'est un continent en surchauffe. Vous le savez, avec des records de température enregistrés ce week-end. Près de 42 en Allemagne et en Slovaquie, 41 degrés en Pologne. Cette vague de chaleur précoce et interminable suscite d'autant plus d'angoisse que le continent se réchauffe, c'est scientifique, 2 fois plus vite que le reste de la planète. I don't think anyone is built for these kind of temperatures, really. Meg kell tanulni élni vele. Hogy a mediterrán országokban ott már tudják, hogy... I think we're gonna go back to our place where we have air conditioning so we can rest a little bit. C'est une question cruciale. Pourquoi les températures moyennes augmentent-elles 2 fois plus vite en Europe? Comment lutter? Comment s'adapter? Comment atténuer les effets suffocants du dérèglement climatique sur notre continent? On en débattra ce soir et on vous retrouvera en fin d'émission. Marie et Xavier pour vos chroniques. Avec le roi Actualité royale. Exactement, Ramadis, qui est en visite d'État en France. Il est accompagné de la reine, reçu par Emmanuel Macron, les Invalides, l'Élysée, et évoqué les relations anciennes qui nous unissent au royaume de Siam. Siam intéresse. Bien sûr. Et vous, Marie? Moi, je me demande si les célèbres lunettes bleues de notre président de la République sont vraiment une aubaine pour les artisans qui se cachent derrière. Ils sont dans le Jura. Il les a ressorties. Ben ouais, elles sont de retour. Il a mal au quinquet. À tout à l'heure. Et pour commencer, un témoignage exceptionnel. Nous recevons le dernier condamné à mort français, surnommé le miraculé de la guillotine. Il s'appelle Philippe Maurice. Il a en effet été gracié par François Mitterrand le 25 mai 1981, devenant, selon les mots de Robert Badinter, garde des Sceaux, le symbole de l'abolition de la peine de mort. En cavale, Maurice, 23 ans à l'époque, avait tué un policier en 79. Il est devenu docteur en histoire médiévale lors de son incarcération qui a duré 23 ans. Et depuis, il milite inlassablement pour l'abolition de la peine de mort partout dans le monde. On le retrouve tout de suite. Philippe Maurice, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Vous êtes effectivement le dernier condamné à mort en France. On va y revenir tout à l'heure. Vous êtes historien et vous êtes un jeune retraité, oui ou non? Oui, c'est la vérité. Tout à fait. Voilà, un jeune retraité ardent et plein d'ardeur. Votre portrait, réalisé par Gaël Legrand, on vous retrouve juste après. Philippe Maurice, vous participez au Congrès mondial contre la peine de mort qui débute ce mardi à Paris. Si 114 États ont déjà aboli cette peine capitale, 47 l'appliquent toujours. En France, vous êtes le dernier à avoir été condamné à la guillotine. Pour dresser l'état des lieux de la peine de mort aujourd'hui, vous avez le profil idéal. Vous naissez en 1956 en banlieue parisienne. Je me suis engagé très tôt dans une vie qui n'était pas faite pour moi, la marginalité, la délinquance. Vous êtes incarcéré à Rodez en 1977, condamné à 5 ans de prison en 78. En 79, vous ne regagnez pas votre cellule après une permission de sortie. Avec votre ami d'enfance, Serge Attuil, vous commettez plusieurs vols à main armée. Le 7 décembre de cette même année, à Paris, des policiers vous reconnaissent. Un simple contrôle tourne à la fusillade. Philippe Maurice devient un assassin. Serge Attuil tue un policier avant de mourir, vous en tuez un autre avant d'être arrêté. Le 28 octobre 1980, vous êtes condamné à mort. Un procès difficile qui se termine sur un verdict que les assises de Paris n'avaient pas rendu depuis 16 ans. La Cour de cassation confirme le verdict le 19 mars 1981, mais le 10 mai... François Mitterrand est élu président de la République. Le lendemain, Robert Badinter vous rend visite. Vous allez être gracié, l'abolition de la peine de mort est imminente. 15 jours plus tard, votre peine est commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Hier soir, Gérard Rinet a recueilli la réaction de la mère de Philippe Maurice. Bien, vous savez, je ressens un grand soulagement. En prison, vous étudiez et obtenez une maîtrise d'histoire médiévale, mention très bien, en 1989, puis vous soutenez une thèse de doctorat en 1995. Vous bénéficiez d'une libération conditionnelle en mars 2000. Et si j'avais dû rester en prison à vie, en fait, je serais devenu fou. Aujourd'hui, vous êtes chargé de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales et vous déclarez... Les gens peuvent se dire, ce gars-là, on voulait l'exécuter et maintenant il enseigne à des jeunes universitaires. Finalement, il a quelque chose à apporter. Philippe Maurice, Robert Badinter, le 17 septembre 81, devant l'Assemblée nationale, dit ceci: « Aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. » Il parlait de vous.
Sans doute. Sans doute. Sans doute. Une façon de vous humaniser et de justifier sa lutte pour l'abolition de la peine de mort? Oui, je pense que c'est plus la seconde chose, à savoir d'expliquer les raisons pour lesquelles il se battait contre la peine de mort, plus que de m'humaniser ou d'humaniser quelqu'un d'autre. Mais un peu quand même aussi, c'est vrai. Vous dites quand vous avez été condamné à mort, ça vous a transformé d'une certaine façon en forcené, et c'est la grâce présidentielle qu'on peut d'ailleurs entendre de plusieurs façons, notamment d'une façon assez spirituelle, qui vous a redonné d'une certaine façon foi ou confiance dans l'humain. Alors, j'étais devenu très révolté suite à mon incarcération, roué de coups par des gardiens qui ont expliqué que je m'étais jeté la tête dans un mur et humilié très fréquemment, comme tous les détenus le sont. Et donc, quand j'ai pu sortir, j'avais la rage, la haine contre la société. Pour moi, la société, c'était devenu les gardiens de prison. C'est ça. Et donc une haine très forte. Et la peine de mort, j'en avais rien à faire. C'est pas moi que ça concernait. J'ai jamais été concerné par ma condamnation à mort. C'était les autres que ça concernait. Et donc, en revanche, la grâce a commencé. Alors, je ne suis pas du tout croyant, donc le terme grâce n'est pas religieux pour moi. Ni rédemption. Vous le ni récusez. rédemption, même si je comprends le concept, mais c'est la question religieuse qui n'a pas de sens pour moi. Mais la grâce. Et en fait, François Mitterrand, en me graciant, en gros, me disait que la vie était sacrée et qu'on n'a pas vraiment le droit de porter atteinte à la vie. Et je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain, ça m'a éclairé, j'ai pas reçu la lumière divine. François Mitterrand était appelé Dieu, n'oubliez pas, par le Canard enchaîné. En prison, vous avez pu faire des études. C'est vrai qu'on critique beaucoup la prison, mais certains vous ont aidé. Vous dites même des directeurs de prison vous ont prêté main forte pour pouvoir faire entamer ces études importantes pour vous. Non. Non. Et oui. Non, la prison n'aide pas du tout. La preuve. Ma première peine de prison, au bout de 2 ans, j'étais condamné à 5 ans. Au bout de 2 ans, j'ai fui, j'ai pris des armes à la main, j'ai attaqué des banques, ce que je n'avais pas fait avant. Donc non, la prison, c'est totalement négatif, encore aujourd'hui. En revanche... Donc ça ne permet pas la réinsertion pour vous? Non, pas du tout. La prison est anti-réinsertive. La prison est un lieu où on transforme les délinquants, une partie des délinquants en criminels. Regardez les islamistes radicaux. La plupart ont une petite peine en prison. Et quand ils sortent, ils sont totalement radicalisés. Je pense qu'on a des progrès à faire. Et je ne plains pas le prisonnier. Mais c'est la société, je pense, aurait intérêt à gérer la sanction autrement pour éviter la récidive. En revanche, là où vous avez raison, j'ai été entouré par des professeurs, des directeurs d'archives, ma famille, enfin une partie, ma famille maternelle, toutes sortes de gens. Et alors que pour moi, la société, c'était les gardiens de prison, je me suis rendu compte que la société, c'était surtout des universitaires, c'était surtout des gens comme ça. Et ce sont ces gens qui m'ont permis de m'en sortir. L'administration pénitentiaire, pendant plusieurs années, m'a mis des entraves dans mes études. Et en revanche, à la fin, dans mes 10 dernières années de prison, j'ai eu la chance d'être dans une prison. Le directeur de la prison, quand il m'a vu la première fois, il ne comprenait pas mon dossier et moi. Il voyait 2 choses différentes. Moi, je ne comprenais pas lui et ce qu'il était, un directeur de prison. Et il m'a aidé, il m'a soutenu, et j'ai eu 2 juges de l'application des peines qui m'ont soutenu. Philippe Maurice, il faut évoquer l'actualité. Vous le savez, l'abolition de la peine de mort en France depuis 2007, c'est dans la Constitution. Néanmoins, à chaque fait divers qui encolère la France, comme par exemple ce qui est arrivé à Liana, une enfant assassinée, il y a des sondages, et là il y a un sondage qui est tombé, sondage CSA, 68% des Français aimeraient un référendum sur la peine de mort. Ça vous inspire quoi? Eh bien, ça m'inspire simplement une manipulation de l'extrême droite, et donc du Front National. Liana est retrouvée morte le 4 juin. Ils font ce sondage le 10 juin. 1010 personnes font partie de ce sondage. Donc 6 jours après la découverte du cadavre, le terme me fait mal, mais
c'est un questionnaire auto-administré qui a été fait. L'Institut de sondage n'a pas contacté des gens. Ils ont ouvert une plateforme et les gens ont dit « je suis pour la peine de mort ». Vous savez très bien que quand on ouvre des choses comme ça, ce sont les gens hostiles qui interviennent. Les gens qui sont, par exemple, contre la peine de mort... Les gens ont dit « je suis pour un référendum ». Les gens ont dit « nous aimerions un référendum, pas la peine de mort ». Mais bon... Je voudrais quand même dire une chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il y a le Centre d'observatoire de la société qui est chargé, qui a été créé pour l'analyse des données factuelles sur les tendances sociales. Ce sont des chercheurs qui ont travaillé, 3 chercheurs, et leur conclusion professionnelle, 61% des Français répondent qu'ils ne sont pas d'accord sur le rétablissement de la peine de mort. 9 octobre 2025. Alors, on va évoquer non plus la France avec vous, Philippe Maurice, mais on va évoquer une région du monde, l'Asie-Pacifique, à laquelle on ne pense pas nécessairement quand on pense aux endroits où la peine de mort est le plus appliquée. On en parle avec vous, Anna. Oui, sur les plus de 2000 exécutions recensées par Amnesty International dans le monde en 2025, c'est bien l'Asie-Pacifique qui en comptabilise le plus. 7 pays sont concernés, l'Afghanistan, la Chine, la Corée du Nord, le Japon, Singapour, Taïwan et le Vietnam. Amnesty considère que la Chine reste le pays qui exécute le plus de personnes au monde, des milliers en 2025, mais ces chiffres sont opaques, étant classifiés comme secret d'État, et c'est aussi le cas pour la Corée du Nord. Il vient ensuite Singapour avec 17 exécutions en 2025, c'est le double par rapport à 2024, et enfin le Japon, avec la pendaison d'un homme en 2025 qui avait tué 9 personnes. Le Japon qui, par ailleurs, a été élu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2024-2026, malgré son absence d'engagement contre la peine de mort. Comment vous expliquez ce paradoxe et comment vous expliquez qu'une démocratie comme le Japon pratique encore la peine de mort ? Il faut le temps pour tout. Je crois que François Mitterrand disait quelque chose de ce genre. Et je pense que les Japonais vont évoluer. Moi, je suis convaincu que la peine de mort sera abolie dans le monde entier, comme la torture, comme toutes ces choses-là. Et ça viendra. Mais il faut le temps de convaincre. Il faut aussi des responsables politiques courageux. François Mitterrand, 75% des gens voulaient la peine de mort. Il a dit, avant d'être élu, j'abolirai la peine de mort. Courage remarquable. Et donc, il faut des chefs d'État qui aient le courage d'abolir. Et à partir de là, on se rend compte d'une chose, ce dont on s'est rendu compte en France, c'est que la peine de mort abolie, il n'y a pas plus de crimes. Parce qu'une des raisons, c'était si on abolit la peine de mort, les gens vont tuer. Non, il n'y a pas plus de crimes. Mais il faut le temps pour le Japon. Philippe Maurice, juste une question par rapport à vous, pour revenir à vous, à ce choix que vous avez fait de l'histoire, et en l'occurrence l'histoire médiévale, quand vous étiez en prison, condamné à une très longue peine. Pourquoi l'histoire ? Parce que le présent était synonyme d'enfer et d'enfermement, et que l'histoire vous permettait d'objectiver et de prendre un peu de recul ? L'idée est intéressante, mais j'ai d'abord voulu faire de la psycho, puis de la philo, et je ne pouvais pas. Donc j'ai choisi l'histoire. C'était d'ailleurs la science qui m'intéressait le plus, sauf que je ne la croyais pas utile. J'ai découvert depuis que l'histoire est l'une des sciences humaines les plus utiles, puisque dedans, il y a de tout. Et pourquoi le Moyen-Âge ? C'est pas loin, mais c'est très différent de ce que vous venez de dire, mais c'est pas loin. Je voulais plutôt faire de l'histoire contemporaine. Mais j'avais commencé à apprendre dans mes premières années d'histoire qu'un chercheur doit être objectif, le plus objectif possible, en tout cas, parce qu'on n'est jamais objectif. Et qu'en histoire contemporaine, jamais je ne serais objectif. Si j'abordais la question des syndicats, la question de la gauche, jamais objectif. On a compris. Voilà. Très bien, donc la réponse va de soi. Merci Philippe Maurice. Et je précise que jusqu'au 2 juillet, 9e congrès mondial contre la peine de mort, et c'est à Paris. Merci d'être venu dans 28 minutes. On va passer à notre débat sur les vagues de chaleur qui ont fait suffoquer le continent européen avec des records de température, plus de 35 degrés pour 95 millions d'Européens encore aujourd'hui. Or, l'Institut Copernicus est formel. Notre continent se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Pourquoi ? Comment s'adapter ? Comment atténuer le réchauffement et plus largement le dérèglement climatique? On en débat après la mise au point de Amira Swilem. Coup de chaud en Europe. Près de 44 degrés en Espagne, 42 en Allemagne et jusqu'au nordique Danemark qui flirte avec les 38 degrés. Des records qui donnent des sueurs froides.
À la maison, en ce moment, quoi que l'on fasse, la chaleur est insupportable. On n'arrive même pas à dormir. Quand le soleil tape, tu chauffes, tu cuis littéralement. C'est l'Afrique. On n'est pas en Europe. Je crois que non, il y a eu un problème là. La Terre a tourné de l'autre côté. Donc là, vraiment, on est en Afrique là. Des températures à faire tourner la tête des scientifiques surtout. Ils sont formels, l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Plus 0,56 degrés par décennie contre 0,27 pour le reste de la planète selon un rapport émanant d'une agence de l'ONU. En cause notamment la fonte des glaciers du Nord qui jusqu'ici permettait de réfléchir les rayonnements du Soleil. Un réchauffement dû aussi à un autre facteur plus inattendu, la baisse des aérosols. Alors, les aérosols, c'est ces petites particules qui sont émises par la combustion comme des poussières et qui vont rester dans l'atmosphère et qui servent d'écran ou de masque au soleil, et donc pendant très longtemps, ils ont protégé l'Europe d'une partie des rayons du soleil. C'est une bonne nouvelle puisqu'il y a moins d'aérosols, donc moins de pollution atmosphérique, mais la contrepartie, c'est qu'il y a plus de soleil et donc un réchauffement qui s'accélère. C'est tout le paradoxe. L'Europe, continent qui a le plus réduit ses émissions de gaz à effet de serre, se réchauffe bien plus vite que le reste de la planète. Face à cette situation, le débat sur la climatisation revient sur le devant de la scène. De quoi excéder la ministre française de la transition écologique. Je suis horrifiée par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. Bah, très bien, on va mettre la clim partout. » Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt? Il faut forcément, bien évidemment, que les gens ne suffoquent pas. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas de l'adaptation au changement climatique. Alors, faut-il s'habituer à avoir en Europe des températures dignes du Caire ou de Dubaï? Pourquoi l'Europe se réchauffe-t-elle aussi vite? Était-ce prévisible et comment s'adapter? Le vieux continent peut-il encore éviter sa poussée de fièvre? Nos 3 invités, Françoise Vimeux, bonsoir, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Selon vous, les impacts du changement climatique n'épargnent plus aucune zone d'Europe. La climatisation n'est qu'une solution parmi d'autres et doit être impérativement accompagnée, selon vous, d'une isolation thermique des bâtiments, entre autres. À côté de vous, Dominique Bourg, bonsoir. Philosophe, professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Vous êtes spécialiste des questions environnementales. Votre dernier essai, Leçon des limites planétaires, est paru chez Actes Sud. Selon vous, l'Union européenne n'a pas été en mesure de s'adapter au réchauffement climatique. C'est limité au minimum syndical, en quelque sorte, en termes de réduction des émissions. Planter des arbres, c'est bien, mais insuffisant. Il faut un changement civilisationnel. Et à côté de vous, Marine Braud, bonsoir, experte des enjeux environnementaux. Dernier essai, qui aurait pu prédire leçon de 10 ans de politique écologique depuis l'accord de Paris aux éditions Les Petits Matins. Selon vous, l'Union européenne fait partie des meilleurs élèves dans une classe de cancre, mais c'est la Chine qui a le plus de probabilité d'atteindre la neutralité carbone en premier, car elle a réorienté toute son industrie dans la direction d'un avenir vert et a priori électrique. Et on démarre, Benjamin, avec le mot du jour, c'est l'effet albédo. Oui, l'effet albédo, oui, qu'on est beaucoup à avoir découvert en préparant cette émission. C'est la capacité d'une surface à réfléchir le rayonnement solaire. Plus une surface est claire, plus elle renvoie la lumière et moins elle chauffe. Plus cette surface est foncée, au contraire, plus elle absorbe la lumière et plus elle chauffe. Et donc la fonte des neiges et des glaciers réduit l'albédo de la Terre, ce qui entraîne un réchauffement supplémentaire, un véritable cercle vicieux. Françoise Vimeux, c'est l'une des raisons principales du réchauffement, cet albédo? Oui, c'est une des raisons en fait pour laquelle l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Et d'ailleurs au monde, c'est la région de l'Arctique et la péninsule antarctique qui se réchauffe le plus vite. Mais il n'y a pas que cette raison-là. Il y a d'autres raisons. D'abord, les continents se réchauffent plus vite que les océans. Ensuite, on a des sols qui s'assèchent en Europe du Sud. Et donc quand on a un sol sec, ça vient renforcer en fait les chaleurs. On a ce qui a été dit dans le reportage, le fait qu'on a beaucoup moins d'aérosols soufrés dans notre atmosphère, et jusqu'ici ça devenait masquer en quelque sorte le réchauffement. Si on n'avait pas eu cette pollution, on serait déjà à plus 1,5 degré de réchauffement. Voilà. Et puis la dernière raison, c'est des études scientifiques en cours qui montrent que dans un climat plus chaud, on favorise des situations météorologiques qui apportent de la chaleur sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud. En fait, dans un climat plus chaud, on modifie la position des anticyclones et des dépressions dans l'océan Atlantique.
Et ça vient favoriser, par exemple, l'arrivée d'air du Sud. Et l'air du Sud, aujourd'hui, il est plus chaud qu'il y a 50 ou 100 ans. Et puis, il y a le phénomène El Niño, non, en 26 et 27. Alors attention, le phénomène El Niño, il est en train de démarrer, mais il n'y a pas de lien scientifique robuste entre un événement El Niño et le climat en Europe. Donc attention à cet aspect-là. Attention à cet aspect-là. Dominique Bourg, un quotidien suisse évoquait le fait que depuis hier, donc 29 juin, les réserves hivernales de neige des glaciers suisses ne pourront plus compenser leur fonte estivale. Autrement dit, d'ici 10 à 20 ans maximum, les glaciers ne seront plus les garants de l'eau douce. C'est aussi un effet de cette fonte dramatique pour le stress hydrique, qui alimente le stress hydrique. Pas seulement en Suisse, j'imagine. Non, pas seulement en Suisse, ça va concerner toutes les montagnes. En gros, tous les glaciers qui prennent leur source en dessous de 3500 mètres vont disparaître. Si on se projette vers la fin du siècle, l'ex-mer de glace ou le glacier d'Aletsch, plus important encore, c'est vraiment archi-résiduel. Et effectivement, c'est un apport d'eau constant durant l'été dont on va être privé. Et à échéance de quelques décennies maintenant. Marine Braud, on va voir les températures, 44,3 degrés en France, 41,8 en Slovaquie, 41,1 en Tchéquie, 41 degrés en Pologne. Vous qui avez été conseillère à Matignon, à l'Élysée, donc au plus haut sommet de l'État, est-ce qu'il y a eu un déni du politique depuis 20 ans qu'on ne cessait d'alerter, mais qui n'a pas pris en considération ces alertes suffisamment ? Je pense qu'il y a un déni assez global dans la société. On vit globalement dans le présent. On a beaucoup de mal. Sauf chez les scientifiques, peut-être. Sauf chez les scientifiques, ça c'est sûr. Oui. Mais en fait, on vit globalement dans le présent et on a du mal à se projeter. Et toutes ces données-là qu'on connaît, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on est en train de traverser. C'est des choses qui sont connues depuis des décennies. Mais quand ce sont des données sur le papier, c'est pas la même chose que quand on les vit dans ses chairs. C'est pas aux politiques d'insuffler justement la prise de conscience. Je pense que ça va dans les deux sens. Le politique, il répond aussi à une demande de la société, il en impulse un peu, il y a plein de choses qui se passent. Donc il y a clairement eu une sous-estimation de ce qui allait se passer. Et je rappelle qu'on n'est qu'au début, qu'on n'est qu'à la bande-annonce du réchauffement climatique et que ce qu'on est en train de vivre, ça va être encore pire. Je voudrais rappeler que Météo France a fait une estimation de ce à quoi va ressembler la France réchauffée de plus 4 degrés, probablement d'ici la fin du siècle. Il y aura des canicules, il pourrait y avoir des canicules qui dureraient 60 jours à 35 degrés de moyenne. Ce qu'on a vécu là pendant 10 jours, mais pendant 2 mois d'affilée. Dominique Beau, vous avez l'air de vouloir réagir à propos du déni. Oui, parce que en fait, si vous voulez, le tout premier modèle, il est mis au point par deux physiciens, un japonais et un allemand. Il commence à tourner dans les années 60. Alors ensuite, après, à partir de la fin des années 70, voilà, sur le réchauffement. Alors c'est un modèle assez simple, c'est un modèle purement atmosphère. Après, on commence à construire des modèles atmosphère-océan. Ça, c'est fin des années 80, années 90, je suppose. Maintenant, on intègre des aspects de biodiversité, puis on arrive à 3 millions de lignes de code. C'est vraiment des choses qui sont très complexes. Mais en fait, on avait la possibilité de se préparer parce qu'on aurait pu réduire les émissions lentement, progressivement. Et par exemple, si vous plantez des arbres aujourd'hui dans une ville, ils risquent fort de crever à la prochaine canicule. Si vous les aviez plantés il y a 20 ans, ça n'aurait pas été le cas. Donc on a eu des politiques, de manière générale, et une société, effectivement, qui n'était pas très allant derrière, à part une petite partie. On avait localisé quand même certaines villes. Oui, mais alors attendez, la partie qui était, comment dire, très réactive, par exemple la jeunesse, en Suisse notamment, a écrasé d'amende, mais partout, même parfois des peines de prison. Donc ça, c'est quand même des décisions aussi politiques. Ils ont été nuls. Enfin, en fait, l'intérêt de politique, et on le voit sur d'autres sujets, dans d'autres époques. Il y a le film de Gaulle qui passe, on voit des gens qui, en 1917, quand il est dans un camp de prisonniers, réfléchit à ce que pourrait être la prochaine guerre. Le long terme, donc. Voilà, c'est ça dont on attend de politiques normaux. Je dois dire que depuis une vingtaine d'années, il y a franchement un affaissement du niveau intellectuel et moral de la classe politique est quelque chose d'affligeant. Françoise Vimeux, on va voir ce tableau. L'Union européenne, elle est quand même plutôt bonne élève en matière de pollution. Elle a réduit ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à la Chine ou aux États-Unis. On peut s'en réjouir ? Alors, moi, je crois que des fois, on se réjouit un peu trop vite. Alors, certes, aujourd'hui, les pays de l'Union européenne, ils diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre. La France, par exemple, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. C'est 6% des émissions de gaz à effet de serre. C'est à peu près. Voilà. Puis ça diminue année après année. Donc la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ce sont des pays qui ont commencé à diminuer les émissions dans les années 80. Mais rappelons un point important, c'est la responsabilité historique de l'Europe et des États-Unis. Cette notion de responsabilité historique, parce que vous savez que le réchauffement
réchauffement, c'est le cumul des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si vous regardez depuis l'ère pré-industrielle, qui a mis le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ? 1850, milieu Oui, un petit 19e. peu avant, mais voilà. Eh bien, en première position, vous avez les États-Unis et juste derrière, vous avez l'Europe. Donc, c'est normal qu'on diminue. Et si on faisait ce qu'on appelle notre juste part, on aurait dû diminuer beaucoup plus. Et aujourd'hui, si on parle de la France, on diminue, certes, année après année, mais on diminue pas à hauteur des ambitions de l'Europe. Alors attendez, on va regarder une archive à propos justement de l'Union européenne et de ses objectifs très ambitieux, neutralité carbone pour 2050. Et pour y arriver, vous vous en souvenez, c'était le pacte vert lancé en 2019. Regardez. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious, but it will also be very careful in assessing the impact and every single step we're taking. I'm convinced that the old growth model that is based on fossil fuels and pollution is out of date and it is out of touch with our planet. Depuis 2019, on peut dire, Marine Braud, que la fusée Europe a calé un recul sur les voitures à moteur thermique, recul sur les pesticides et peut-être demain un recul sur la réduction des émissions de méthane. Qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, électoralement, ce n'était pas profitable? Alors, on peut remettre en contexte le discours qu'on vient d'entendre. C'était en 2019. Juste à cette avant le époque-là, Covid. vous aviez des marches pour le climat tous les week-ends dans toutes les capitales d'Europe. Et donc, quand Ursula von der Leyen fait ce discours-là, elle y croit. Elle y croit vraiment au fait que c'est l'avenir de l'Europe d'être la première puissance décarbonée au monde et que c'est ce qui va permettre de garantir notre place aussi dans la concurrence Mais il y a des mondiale. dirigeants européens, dont le président français par exemple, qui leur a dit non mais c'est trop, il faut un peu revenir en arrière parce que ça va braquer les opinions. C'était aussi la période de la Convention citoyenne pour le climat. On était sur une période où on essayait d'avancer globalement en Europe. On a surtout vu une bascule depuis 2-3 ans avec beaucoup moins de mobilisation, beaucoup moins de pression mise sur les politiques et la volonté en fait de revenir, de retomber dans son ornière. Et donc des entreprises à qui on avait imposé un certain nombre de contraintes qui se disent finalement en fait peut-être que ces contraintes-là elles sont plus si obligatoires. Et là ce qu'on est en train de voir en détricotant le Green Deal, c'est terrible parce que c'est la remise en cause de la parole politique, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas avancer mettent tellement de pression qu'après on ne recule. veut pas avancer? C'est qui Par ceux exemple, qui détricotent? si on parle de la fin des moteurs thermiques, ce sont les constructeurs européens qui disent on veut pouvoir continuer à faire des moteurs thermiques. C'est l'Allemagne, c'est d'autres constructeurs. Mais à force de donner raison aux mauvais élèves, à ceux qui ne veulent pas avancer, mais la prochaine fois qu'on va mettre en place des règles, il y a plein d'entreprises qui vont se dire bon tant pis, on va attendre qu'ils reculent. Dominique Moore. La France n'a pas réduit ses émissions l'an dernier, je crois, et l'année d'avant 2%. Elle s'était engagée en fait à 6%. Moi je dirais ce qui était assez extraordinaire, c'est l'arrivée de Trump 2 au pouvoir. Le deuxième mandat de Donald Trump. C'est le signal donné, si vous voulez, à un cynisme total. Et alors aux États-Unis, c'est des dizaines de milliers de postes de chercheurs qui ont été supprimés, c'est des données qui ont été décrites, c'est la volonté même de détruire les satellites qui permettent de mesurer l'évolution de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est le fait de nommer à la tête des agences des climato-sceptiques ou des tarés. Enfin, de récuser la science au sens large. Alors de façon la plus explicite, et moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est à quel point, si vous voulez, l'ensemble des élites, on capitule, je ne sais même rien, peut-être qu'elles étaient déjà d'accord avant, mais enfin, tout le monde y est allé et le signal est donné. C'est assez effrayant. Oui, moi, ce que je dirais, c'est qu'on demande souvent aux climatologues en ce moment, mais c'est quoi votre état d'esprit? Alors, on est rarement en colère, en fait. On est plutôt des gens assez calmes et terre à terre. Peut-être trop calme, mais peut-être ça peut nous être reproché. Sur une autre chaîne, on nous a dit que c'était de notre faute, en fait. Et là, un climatologue, Christophe Cachot, s'est un peu énervé, il avait raison, vraisemblablement. Mais on est quand même un peu en colère parce que le premier rapport du GIEC, c'est en 1990. Déjà, il était clairement écrit que dans un climat plus chaud, les vagues de chaleur seraient plus intenses et plus fréquentes. Et je crois qu'on nous a gentiment écoutés. Je pense qu'on nous a cru, qu'on nous a fait confiance, mais il y a un fossé énorme entre, finalement, ce qu'on nous a demandé, ce qu'on a mis sur la table. Je rappelle que le GIEC
GIEC, c'est une commande des Nations Unies, donc des différents pays, 195 pays. Les résumés pour décideurs, ils sont faits pour les décideurs. Finalement, on se dit que derrière, où passe notre travail, en quoi est-il utile? Et il y a une différence énorme entre lire quelque chose dans un rapport et le vivre dans ses chairs. C'est un aujourd'hui, justement. Alors, on va évoquer atténuation, comment faire, adaptation, comment faire, avec peut-être des solutions, Anna, qui viennent de chez nos voisins européens du Sud. Fréquemment confrontés à des canicules, deux pays, l'Espagne et la Grèce, ont bien été obligés de s'adapter avec tout un arsenal d'outils. Dès le début des années 2000, le gouvernement espagnol a mis en place un plan national contre les températures excessives qui est automatiquement déclenché entre les mois de mai et de septembre. Concrètement, les entreprises comme les écoles peuvent opter pour la journée continue, c'est-à-dire qu'on commence tôt le matin vers 7-8 heures quand il fait frais. La journée se termine entre 13 et 14 heures. Adaptation des horaires aussi en Grèce, avec la possibilité d'avancer la date des vacances scolaires d'été, comme ça avait été le cas en 2024. D'autre part, les municipalités comme Barcelone ou Athènes offrent des refuges climatiques. Ce sont des bâtiments publics, climatisés, avec de l'eau à disposition un petit peu partout dans la ville et accessible à tous. Depuis 2024, les Espagnols peuvent aussi bénéficier d'un congé climatique rémunéré de 4 jours par an dès lors qu'il y a une vigilance rouge canicule. Et puis, autre option, plus artistique, peu coûteuse, cette version de toile ombrageante en Andalousie, à une quarantaine de kilomètres de Malaga. Les citadins ont réalisé eux-mêmes à la main une canopée au crochet avec des restes de laine et de tissu. Aujourd'hui, elle couvre 500 mètres carrés et permet de filtrer les rayons du soleil, de laisser passer l'air et donc de rendre praticable cette rue principale par temps chaud. Marine Braud, ces mesures d'adaptation, c'est suffisant ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait en priorité s'attaquer à la rénovation des bâtiments publics et des logements? Alors, je pense que déjà, la toute première leçon qu'on doit tirer de ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on ne saura pas s'adapter au réchauffement climatique tel qu'il est parti. Donc, la première leçon, c'est qu'il faut le limiter au maximum. Chaque dixième de degré de réchauffement qu'on réussira à éviter, c'est des solutions d'adaptation qu'on n'aura pas à aller trouver. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut quand même se préparer et s'adapter. Et là, en fait, il va falloir avoir toutes les solutions en même temps. Il faut rénover les logements. Et il faudra mettre de la clim dans certains endroits, mais on ne va pas mettre de la clim dans des passoires thermiques. Ça n'a aucun sens. On ne va pas utiliser de l'électricité pour rafraîchir l'extérieur. Donc il faut effectivement absolument rénover les logements. Il faut revoir notre aménagement urbain. Vous avez montré là des solutions qui sont finalement un petit peu artisanales. Une canopée en tissu, faute de canopée végétale. Ah oui. Exactement, parce que je vous rappelle que la différence entre une zone urbaine et une zone en campagne, c'est 3 à 7 degrés. Ouais. Le concept d'îlot de chaleur, c'est 3 à 7 degrés supplémentaires. À Paris, vous imaginez ce que ça va donner quand un jour on atteindra les 50 degrés à Paris. Alors vous évoquiez la climatisation, c'est l'une des solutions proposées par le prix Nobel d'économie Philippe Aghion pour limiter le réchauffement climatique. On l'écoute. Je pense qu'il faut une politique industrielle verte très active. Pour activer la recherche de nouvelles sources d'énergie, il va falloir aussi l'adaptation. Il faudra construire des digues parce que le niveau de la mer monte et de l'air conditionné. Je suis à fond pour l'air conditionné, bien sûr. Et l'innovation permettra au cours du temps d'avoir des systèmes d'air conditionné qui consomment moins d'énergie. Mais c'est évident qu'on ne pourra pas vivre sans air conditionné. Dominique Bourg, ça vous agace ou pas? Parce que François Gémen du GIEC, quand même, expert reconnu, dit lui-même que l'impact négatif de la clim n'est pas si important que ça, qu'elle a l'énergie qu'il a fait fonctionner nucléaire et que les fluorocarbures sont aujourd'hui interdits par l'Union européenne. Effectivement, si vous crevez ou si vous en êtes assez proche dans votre appartement, mieux vaut quand même avoir un climatiseur. Mais c'est une absurdité. C'est-à-dire que vous allez rejeter dans la rue l'air chaud. Ce n'est en aucun cas une solution. Et je vois par exemple des amis à Lausanne qui sont dans des immeubles beaucoup plus récents que le mien. Ils n'ont pas besoin de clim. Ils travaillent même sans ventilateur. Donc en fait, si vous voulez... Parce qu'ils ont été isolés sur le plan thermique. Isolés correctement. Donc mettre de la clim partout, comme ça vient d'être dit, dans des passoires thermiques, c'est une absurdité. Et en fait, l'intérêt de la clim, c'est que ce n'est pas une solution, puisque simplement vous déplacez la chaleur. Enfin, sauf que pour les hôpitaux, les EHPAD... Ça, c'est nécessité. Mais même dans certains appartements, si vous avez effectivement... une pièce réfrigérée par appartement, par exemple, oui, avec le soutien de l'État, alors ça peut faire bondir, mais pourquoi pas ? Ça n'est pas un scandale. Mais encore une fois, c'est une solution qui est absurde, parce que si on avait pris les choses bien avant, si on avait entamé il y a 20 ans une politique de rénovation du bâtiment, on aurait besoin de clim de façon résiduelle. Et même avec des pics énormes, dans un immeuble qui serait isolé, même si vous avez besoin
besoin d'une clim, vous aurez un différentiel de chaleur à combler qui va être très faible. Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les hôpitaux, ils doivent être climatisés. On est au 21e siècle et on vit en France. Attendez, les hôpitaux et les EHPAD. Ensuite, quand on parle de climatisation, il y a plein de technologies derrière et le climatiseur portable, c'est vraiment la pire. C'est ce qu'on appelle une maladaptation et on a vu ce risque de maladaptation venir parce qu'on ne s'adaptait pas autrement. À l'autre bout du spectre, vous avez la ventilation naturelle, des architectures intérieures qui vous permettent d'avoir moins chaud. Il faut qu'on s'inspire de nos territoires ultramarins, bien évidemment. Moi, je l'ai expérimenté et des fois, il fait 35 dehors et à l'intérieur, il fait 25. Après, quand on parle de la climatisation, on ne va pas pouvoir tout climatiser. Vous n'allez pas climatiser les gens sur le chemin de leur travail à pied. Vous n'allez pas climatiser tous les travailleurs extérieurs. Ils ne vont pas avoir une bulle autour d'eux avec la climatisation. La ministre le disait, on ne va pas climatiser les champs, les forêts pour pas qu'il y ait d'incendie. Donc la climatisation, pour moi, c'est vraiment une maladaptation et je crois qu'on parle beaucoup trop de climatisation. Et on occulte derrière le fond, et ça a été dit, l'atténuation. L'atténuation. On ne s'adaptera pas. Concrètement, c'est quoi l'atténuation ? Eh bien, c'est limiter le réchauffement. Vous savez que tant qu'on n'aura pas atteint la neutralité carbone, la température va continuer à augmenter. On n'y est pas du tout à la neutralité carbone. Mais faut-il, Marine Bro, opposer les deux, atténuation et adaptation? Non, ça marche sur deux jambes. Et donc, quand on voit par exemple le pourcentage de foyers équipés de climatisation en Espagne, ils sont à 41%, 56%. Nous, on a été plutôt bons élèves en France parce qu'on nous a aussi fait culpabiliser de mettre la climatisation et ça a plutôt marché. Non, aussi parce que dans tous les cas, il y a plein de bâtiments dans lesquels on n'a pas besoin. Moi, je suis désolée, j'ai une vieille maison du 19e siècle, les murs sont épais comme ça. Et tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une vieille maison du 19e siècle. C'est pas forcément des grandes donc maisons. Ça veut dire que c'est des nouvelles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi des normes de construction. C'est aussi que la clim ne doit être que résiduelle. Et je vous rappelle que si on décide qu'en fait, on va juste mettre la clim partout et qu'on va bien sortir, déjà, moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où on va juste d'un lieu climatisé à un autre lieu climatisé. J'ai envie de pouvoir vivre dehors. Et ensuite, quand nos systèmes électriques seront mis sous tension à cause des canicules, si un jour vous avez un blackout et qu'on a tout misé sur la clim, on sera très mal barré. C'est quoi le changement civilisationnel que vous appelez de vos voeux par rapport à ça? C'est beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas que le carbone. On a des problèmes de biodiversité, on a d'autres problèmes, on a des problèmes de santé, etc. C'est ce qu'on appelle une bascule de civilisation. Alors, c'est assez compliqué. Et effectivement, déjà, qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de cette planète? Ce sont nos consommations. De façon très claire. C'est pas en méditant ou en allant confesse que l'on détruit l'habitabilité de la planète. C'est par nos activités, notamment nos activités économiques. Et contrairement au carbone, évidemment, bien sûr, c'est un problème. Mais de manière générale, l'énergie, c'est la mesure de notre capacité à transformer dans notre environnement. Et en général, c'est pour le détruire. Donc c'est l'ensemble de ces problèmes auxquels il faut répondre. Et c'est même pas simplement une question de politique, même si la politique est là. C'est vraiment changer très profondément les mentalités, les modes de vie, les repères, le droit, etc., la perception de l'économie dans la société et tout y quanti. Au boulot. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre et nous éclairer et nous inspirer. Merci encore. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. La visite officielle en France aujourd'hui est pour 4 jours et la première depuis 1960 du roi de Thaïlande. Et puis Emmanuel Macron a mal au quinquet, donc il a ressorti ses fameuses lunettes de soleil bleu glacier. Mais avant cela, vous dînerez moins bête grâce à Victor de Quiver qui pose ce soir une question simple. Pourquoi n'avons-nous pas de queue? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de queue? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Observez un embryon humain entre la 4e et la 8e semaine de gestation. Surprise, il a une queue, une vraie petite queue qui dépasse, puis elle disparaît. À la naissance, plus rien, juste un coccyx, ce petit os au bas de la colonne vertébrale. Les chats ont une queue, les chiens aussi, les singes pareil, mais nous, les humains et les grands singes, nous n'avons que ce petit bout d'os. Dommage, ce serait pratique d'avoir une queue pour chasser les mouches ou pour signifier notre joie. Alors pourquoi ? À cause d'un petit virus de rien du tout. Il y a 25 millions d'années, ce virus infecte nos ancêtres. Il s'incruste dans un gène crucial, le TBXT. Celui-là même qui contrôle la formation de la colonne vertébrale et de la queue. Le virus désactive partiellement ce gène. Résultat, le développement de la queue s'arrête net. Le coccyx se forme, mais pas la queue. Pour valider cette hypothèse, des chercheurs ont testé cette mutation sur des souris. Les souris naissent avec des queues courtes, voire sans queue du tout. Mais pourquoi cette mutation s'est-elle maintenue ?
Parce qu'elle offre un avantage énorme, la bipédie. Sans queue, le centre de gravité change. Nos ancêtres peuvent se tenir debout plus facilement. Ils libèrent leurs mains pour porter de la nourriture, manipuler des outils. C'est révolutionnaire. Mais cette mutation a un coût. 6% des souris mutantes développent des anomalies de la colonne vertébrale. Chez l'humain, c'est une naissance sur 1000. Chez ces individus, les vertèbres ne se referment pas complètement et la moelle épinière reste exposée. C'est un compromis évolutif. L'avantage de la bipédie l'emporte sur le risque de malformation. La sélection naturelle a tranché. Bye bye les queues. Et le coccyx alors? Eh bien, il n'est pas inutile. Il fixe des muscles essentiels pour la posture et la continence. Mais il reste fragile. Une chute et il peut se fracturer. C'est le paradoxe d'un vestige, utile mais vulnérable. Voilà, vous dînerez moins bête. Bravo de Kiver. Que n'avez-vous une queue? Tous les deux? Oui, c'est ça, Motus, c'est bouche cousue, Marie et Xavier Bauduit. Bon, alors, il s'appelle Rama X. Non, Rama X, c'est le roi de Thaïlande. Il est accompagné de la reine. Il effectue une visite d'État en France qui dure 4 jours. L'occasion de bloquer les rues de Paris, c'était ce matin, et de rappeler les relations diplomatiques anciennes entre nos deux pays, Xavier. Oui, Elisabeth, en septembre 1897, le roi du royaume de Siam, c'est alors Rama V, est en visite en France et il est très très bien reçu en grande pompe. Chulalongkorn, donc Rama V, c'est l'arrière-grand-père de l'actuel roi de Thaïlande. Et puis, au moment de sa visite en 1897, on lui rappelle, mais comme on le fait aujourd'hui, les relations anciennes entre nos deux pays, avec 2 ambassades sans cesse évoquées. Il y a celle de 1686, quand Louis XIV reçoit à Versailles des ambassadeurs siamois, et Louis XIV en profite pour montrer son rayonnement mondial. Et puis, il y a l'autre ambassade, c'est un peu plus tard, c'est celle de 1861, à Fontainebleau, quand l'empereur Napoléon III reçoit lui aussi une ambassade siamoise avec la volonté de redonner un nouveau souffle aux relations entre les deux pays. Donc vous comprenez bien qu'en 1897, le roi du Siam est très très bien reçu par la Troisième République et il visite la manufacture de porcelaine de Sèvres et il va faire un petit tour à la Tour Eiffel et il se rend aux Invalides pour faire un petit coucou à Napoléon. C'est un programme très chargé. Oui, il n'est pas là pour faire du tourisme. Non, il ne fait pas que du tourisme. En fait, ce voyage du roi du Siam s'inscrit dans un voyage un petit peu partout en Europe, avec ce passage obligé en France qui est important. En fait, ce qu'il souhaite, lui, c'est s'assurer le soutien des puissances européennes. Ou plus exactement, pour savoir comment ces puissances se positionnent en rapport avec une convention que le Royaume-Uni et la France ont signée l'année précédente, en 1896. France et Royaume-Uni, puissances coloniales qui ont un souci quand il s'agit de s'accaparer l'Asie. Parce que le Royaume-Uni est installé en Inde, en Birmanie, et avance vers l'Est. Et la France est en Indochine, surtout sur le littoral, et avance vers l'Ouest. À un moment, ils vont se rencontrer, ça va saigner, c'est pas possible. Et c'est pour ça que la France et le Royaume-Uni décident de laisser ce royaume de Siam indépendant comme un État tampon, vous voyez, vraiment, entre les deux. Alors, il y a des menaces tout de même, surtout du côté français, qui aimerait bien rentrer là un petit peu dans le territoire. Mais vous comprenez bien que Chulalongkorn, quand il vient en Europe, ce qu'il souhaite, c'est montrer la puissance de son pays, son indépendance depuis longtemps, c'est pour ça que l'aspect historique est important, et aussi sa capacité à répondre aux attentes de l'Occident, vous voyez, à suivre tous les mouvements, le progrès, etc. C'est pour rester indépendant qu'il fait cette visite-là et surtout montrer que face à l'Occident, il est de taille à résister. Très bien, merci Xavier. Et on va passer for sure à Emmanuel Macron qui a ressorti sa lunette bleue. Il y a même une dépêche AFP qui est tombée à ce sujet. C'est vous dire l'importance de ces lunettes présidentielles. Top Gun est de retour. C'était hier sur le perron de l'Élysée. Oui, pareil. Emmanuel Macron a accueilli le sultan d'Oman. Donc comme ça, avec ses lunettes bleues. Ensuite, ils sont allés signer des papiers dans le palais de l'Élysée, donc à l'ombre. Mais il a gardé ses lunettes bleues. Ensuite, ils sont allés dans un hôtel, donc à l'ombre, pour un forum d'affaires. Mais il a gardé ses lunettes bleues. Il les garde en fait pour cacher ce qu'il appelle lui-même son œil du tigre. Ce sont des vaisseaux sanguins qui éclatent. C'est bénin, mais ça peut faire peur. Et puis surtout, ces lunettes, elles ont offert au président de la République française ce que les anglo-saxons appellent une perfect storm, une tempête médiatique parfaite. Le monde entier
a parlé des aviateurs d'Emmanuel Macron. C'était en janvier dernier, quand il les a portés l'air de rien au Forum économique mondial de Davos, prononçant un discours resté célèbre pour appeler l'Europe à résister face à Donald Trump, qui lorgnait, rappelez-vous, sur le Groenland. Et que Macron a ponctué ce discours, le fameux « for sure ». Voilà, Emmanuel Macron qui massacre allègrement la langue anglaise derrière les montures de Tom Cruise. La séquence a fait rire le monde entier. Il y a eu des milliers de détournements sur les réseaux sociaux. Trump s'en est moqué. Macron fait le dur, a-t-il commenté. Keir Starmer, le tout jeune ex-premier ministre britannique, s'est permis carrément un petit clin d'œil. Il avait porté aussi des aviateurs pendant une conférence quelques jours après. D'où l'émotion actuelle en revoyant ses lunettes, parce que tout le monde secrètement espère un Porsche 2 avec le sultan d'Oman. Moi, je me suis juste demandé si cette grande blague mondiale faisait une bonne publicité. Et pas du tout. Dans le Jura, qui est la région historique de la lunette française, on réalise amèrement que les conjonctivites du président de la République n'ont absolument pas relancé la production d'une filière qui vit des heures sombres, et le mot est faible, face à la concurrence asiatique. Le fabricant de ces verres bleus, il s'appelle Dalloz. Il est en liquidation judiciaire depuis ce printemps. Il y a une trentaine de salariés qui risquent de perdre leur emploi. Et c'est carrément une série noire, parce qu'il y a le syndicat des lunetiers du Jura qui a dit que depuis le début de la décennie, il y avait carrément une dizaine d'entreprises de lunettes qui ont disparu sur les 50 que compte cette région. Donc ces fameux verres bleus où tant de puissants se sont reflétés sont en train, c'est vrai, de devenir collecteurs, mais pas pour les bonnes raisons. Eh ben, il faut qu'Emmanuel Macron aille à l'hôpital des 15-20 et puis qu'il aide un peu Dalloz et les autres. Hein, voilà, c'est le message. For sure. À demain 20h05. Tchuss.